Caroline Ramad, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau EY Viva Lounge Vivatech. Alors Caroline, je vous reçois, j'ai le plaisir de vous recevoir parce que vous avez, non seulement vous êtes créatrice d'une start-up qui s'appelle 50 in Tech, mais en plus vous avez cofondé avec Vivatech le Female Founder Challenge. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Et oui, donc le Female Founder Challenge, c'est la 3e édition. On l'a inventé avec Vivatech pour répondre à une vraie problématique dans la tech, c'est que nous avons très peu de femmes entrepreneurs, mais le pire du pire, c'est qu'elles n'accèdent qu'à 3% de l'ensemble du capital risque au niveau mondial. Et quand on regarde, je veux dire, les chiffres sur l'Europe, ça a stagné. On a plus de 90% des startups qui sont financées aujourd'hui par du capital risque, donc par des fonds d'investissement, qui sont des équipes entièrement masculines. Et il n'y a pas eu un deal dans le monde de plus de 50 millions de dollars qui a été attribué par exemple à une équipe entièrement féminine. Donc en gros, la situation non seulement, je veux dire, ne s'améliore pas, mais elle stagne. On a aussi perdu avec le Covid des points, on va dire, par rapport à ça. Et donc on s'est dit, beaucoup d'ici disent on n'a pas de pipeline, c'est pour ça, on a un problème de pipeline de start-up. Elles sont là, les femmes, les créatrices d'entreprises. Elles sont là, elles sont environ 15% en Europe, donc un peu moins en France, mais elles sont là. Et le problème, en fait, c'est que quand vous êtes dans le numérique et dans la tech, payer des développeurs, c'est quasiment impossible d'être autofinancé. Ouais. Je veux dire, ou de tout de suite être rentable. Ouais. Donc en fait, ce sont des projets qui sont voués, je veux dire, à ou galérer ou très faiblement se développer. Et donc ces fonds, ils sont cruciaux aujourd'hui. Et on le sait en plus que des startups cofondées par des femmes, c'est 63% de performance en plus. Ça a été prouvé par First Round en analysant juste ses investissements sur 10 ans. Et de toute façon, aujourd'hui, vu que les usages et 52% de l'humanité, c'est des femmes, ce serait quand même complètement aberrant qu'elles viennent pas dans la stratégie, qu'on pense pas que ça a un impact aussi sur un levier totalement business. Donc notre idée, c'est de dire chaque année, on sélectionne 10 start-upeuses au niveau mondial, celles dans lesquelles les fonds d'investissement doivent investir. Elles sont triées pas seulement par EY, mais pas seulement aussi par les fonds d'investissement qui viennent valider cette liste. Et donc notre espérance aujourd'hui, là on a fait Clarisse Agege, qui est la cofondatrice et dirigeante de DFN Défense, DFNSS, qui est une boîte de cybersécurité, qui est une API qui va permettre de sécuriser toute la partie crypto, etc. Et qui a un usage fou parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de hacking et donc c'est énormément d'argent qui ont été perdus et donc elle sécurise toute la chaîne aujourd'hui de crypto currency et donc ça c'est super intéressant. C'est une deep tech on va dire et c'est une femme et voilà, elle cherche à lever je crois plus de 6 millions. Mais ça paraît encore incroyable que les fonds d'investissement n'arrivent pas à détecter. Il est où le problème? Parce que le problème, c'est un prisme, encore un biais. C'est un énorme biais, mais aussi une question de représentation. Aujourd'hui, vous avez moins de, je pense, 15% des fonds qui ont une femme partenaire. Donc c'est très très faible, 13% je crois au UK. De toute façon, en général, 91% des investisseurs sont des hommes. Et donc là, la problématique, c'est que votre thèse d'investissement, elle se forge aussi à la tête des partenaires. Et malheureusement, on le sait, des biais parfois inconscients se greffent là-dedans, si bien que aujourd'hui, même les femmes d'investisseurs, quand elles sont pas partenaires et qu'elles ne disent pas, elles viennent se conformer à ces biais. Et qu'est-ce qui se passe? À 68%, on pose des questions promotionnelles aux hommes. Donc c'est comment ils vont conquérir le marché. Les femmes, 66% de questions préventives. Ça a été démontré par une chercheuse qui s'appelle Dana Kanzer et qui a regardé ça. Donc voilà, donc après il y a l'entrepreneuriat et il y a les talents féminins tech. Et c'est encore pire de pire parce que bon, on n'en a que 25%, mais on perd 1 sur 2 aujourd'hui à cause de ces questions de discrimination et de toxicité dans la tech. Donc il y a une urgence si vous voulez. Je pense qu'il y a un sexisme qui est installé du fait qu'on a gardé cette espèce de bro culture, brother culture qui vient de la Silicon Valley. Ça a répliqué son modèle partout en Occident. Et donc on a non seulement pas de femmes cofondatrices, mais on n'a plus de femmes il y en a moins de femmes qui vont vers tout ce qui est programmation, données ou même produits un peu plus. Un univers très masculin. Très masculin et quand elles y arrivent et qu'elles arrivent à peu près à survivre là-dedans, eh bien, donc elles s'en sortent pas forcément, donc elles veulent quitter la tech après 8 ans d'expérience. Donc il y a un enjeu aujourd'hui de rétention de ces talents en débloquant
Donc 50 Tech vient débloquer, elle met en relation avec les fonds d'investissement, mais pour les talents, on vient mettre en relation par exemple avec des entreprises inclusives qui font des vrais efforts, dont on est sûr que par exemple le dispositif de harcèlement, c'est bête, hein, mais il y en a quand même que 50% des boîtes qui en ont un vrai, qui marche, et qui donc ça on fait attention. Work-life balance aussi très important. Donc en fait tous ces pains aujourd'hui qui sont éprouvés, on essaie de les débloquer en fait en matchant ces femmes avec les bonnes personnes. Alors quel appel on peut faire aux entreprises? Comment est-ce qu'on peut vous aider tout au long de l'année, pas uniquement au moment de Vivatech? Enfin, je sais que vous œuvrez tout au long de l'année, mais alors sur les entreprises, nous vraiment c'est les entreprises qui cherchent à attirer plus de talents féminins dans le numérique, qui font des choses, qui ont déjà coché quelques cases pour rendre leur culture inclusive, qui ont conscience du problème et qui ont une vraie volonté d'aller changer la donne et d'aller les attirer. Donc en fait, nous sur 50 Tech, on ouvre une page qui est une sorte de company page dans laquelle on vient raconter ce qu'on fait en diversité et inclusion. On vient donner ces datas, y compris dans les départements tech. Et même si c'est peu, on le revendique, on le dit, et on n'a pas quelque chose de caché ou quoi que ce soit. On dit ce qu'on met en place et on met en avant ces talents féminins, celles qui existent, si potentiellement managers ou pourquoi pas s'ils les veulent. Et du coup, nous ce qu'on fait, c'est qu'on organise cette connexion. À la fois on rend cette connexion facile avec les personnes de l'entreprise, mais également s'il y a une volonté de pouvoir être préparé pour les interviews ou être directement mis en relation, on a du coup plus de chances aussi d'être connecté via 50 Tech, et donc c'est la volonté et ce qu'on a mis en place. Et notre vraie ambition, c'est de se dire comment collectivement toutes ces entreprises peuvent continuer à garder ce pipeline, qu'ils partent ailleurs, c'est possible, mais juste qu'on ne l'en dégoûte pas, qu'on les fasse grandir et qu'on les fasse grandir. Donc voilà, donc toutes les boîtes qui ont vraiment envie, pas pour des questions pour le coup marketing de se dire on y va, qui ont envie et qui derrière ont une chaîne de rétention, de se dire je prévois un plan de carrière qui soit non biaisé, etc. Je les fais vraiment progresser. Je ne pense pas que les femmes ne savent pas coder. Voilà, parce que c'est vrai qu'on en voit peu, donc on peut se dire attends, elles sont moins intéressées par la chose. Non, elles ont été finalement poussées pour des raisons aujourd'hui clairement historiques de instauration de l'ordinateur B2C, par exemple, c'est un grand moment où les femmes après ont disparu de la programmation. Parce qu'elles ont été beaucoup à l'origine. Elles ont été pionnières. Dans l'informatique est tout à fait pionnière. Ada Lovelace, premier algorithme, Grace Hopper, qui a même inventé le MoBug, le premier langage COBOL qui a été recherché tant pendant Covid, pendant les administrations américaines. Donc évidemment, le premier ordinateur électronique, c'est des femmes. Tout à fait. Et tant que c'était considéré comme un boulot un peu finalement presque secrétaire, un peu annexe. Voilà, on appelait ça les computer girls. Elles calculaient à la main toutes les calculations et tout ça. Et donc tous ces calculs et c'était essentiellement des femmes. Toutes les photos montrent que c'était des femmes. Elles ont disparu parce que finalement, un peu comme la voiture, c'est devenu un objet. Finalement, on pouvait faire beaucoup d'argent. Et en fait, ces premiers ingénieurs, ils ont commencé à monter des entreprises, ils ont revendu leurs entreprises, c'est eux qui ont l'argent, les business angels, qui réinvestissent dans des fonds. Et donc, c'est ce cercle qui s'est créé, en fait, et aujourd'hui qui est très difficile à inverser, mais que si vous voyez dans d'autres pays du Maghreb, berceau des mathématiques, certes, mais alors pour des raisons totalement différentes et totalement contraires à mes questions d'égalité, de lutte et de combat pour l'égalité femmes-hommes, finalement, elles sont majoritaires. Par exemple, si vous regardez en Tunisie, il y a beaucoup de femmes dans la tech. Je crois que l'Algérie est devenue numéro 1 dans les métiers scientifiques et numériques. La Malaisie, parce qu'en fait, pourquoi? Parce qu'ils ont défini ce métier comme un métier féminin. Pas pour les bonnes raisons, c'est qu'on peut le faire de la maison et que c'est propre. Oui, donc il y a les femmes à la maison. Comme quoi, il y a une origine, on se dit il y a des métiers féminins et des métiers masculins, il faut être totalement, mais nous on a inventé le hardware avant d'inventer le soft, mais le hard a pris beaucoup et le hard a imposé une vision de que c'était le geek, alors qu'en Malaisie ou dans les pays du Maghreb, vous faites soit de l'ingénierie en construction civile, génie civil ou du développement. Et ben vous salissez pas les mains, c'est beaucoup moins masculin et donc vous avez énormément de femmes, data scientists en l'IA, beaucoup. Et les talents sont là. Donc moi je pense que de toute façon, vu la situation actuelle, il faut non seulement énormément attirer sur là où on est, mais ailleurs. Stratégie de recrutement ultra local ne peut pas marcher pour arriver à faire venir ces femmes. Donc il faut être proactif. Et après, c'est des petits pas. Donc il ne faut pas se dire ah mais j'ai pas recruté 25 femmes. Maintenant il est temps de faire des grands pas. Voilà. On a fait plein de petits pas, il faut faire des grands. Ah non mais là les pas c'est l'action de vraiment aller les chercher. Mais ce que je veux dire c'est que ça ne va pas non plus être radical et vous n'allez pas avoir 1000 femmes recrutées sur une année. Je veux dire, vu le pipe
qui existent, ça serait mentir. Mais on a un petit effet de rattrapage qu'il est temps Mais il y a un effet de rattrapage et je pense que plus on les met au placé, plus on les met en avant, plus c'est nécessaire aujourd'hui et c'est effectivement une urgence. Super. Merci Caroline. On reprend date très vite pour voir où on en est et les entreprises, voilà. Merci. Adhérer à tout cela. Merci. Merci.